Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de l'émission Au risque de l'histoire. Alors vous le savez, dans l'histoire intellectuelle du XIXe siècle, les anticléricaux n'ont pas épargné l'Église, tant et si bien que notre époque contemporaine regarde d'un mauvais œil le passé d'une institution trop souvent considérée comme archaïque. Pêle-mêle, on lui reprochait d'être contre la science, d'être obscurantiste, bref, de s'opposer à tout progrès. Et même l'éducation et l'instruction n'ont pas échappé à ces critiques. Quand l'Église disait qu'elle était bien là pour assurer l'enseignement, diffuser les savoirs, eh bien les anticléricaux, quant à eux, remettaient en cause la qualité de cet enseignement. L'émission Au risque de l'histoire vous propose de partir à la découverte non pas d'un système éducatif, mais plutôt d'une réalité éducative. Quel rôle joua l'Église dans l'enseignement à l'époque moderne, c'est-à-dire entre les XVIe et XVIIIe siècles? Qui furent les ordres enseignants? Qu'est-ce qui caractérise, par exemple, les innovations d'un Jean-Baptiste de La Salle au XVIIe siècle? Comment le protestantisme aussi va venir, si je puis dire, titiller le catholicisme sur cette question? C'est ce que je vous propose de découvrir avec nos deux invités du jour, le Père Armogat et Bernard Ours. Mon père, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, historien, spécialiste du XVIIe siècle, auteur de nombreux ouvrages. Je représente, c'est un ouvrage que j'avais déjà présenté lors de l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur les conciles, l'histoire générale du christianisme du XVIe siècle à nos jours, sous votre direction et sous la direction d'Yves-Marie Hilaire, paru aux presses universitaires de France. Bernard Ours, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Lyon, historien également. Jean-Baptiste de La Salle, c'est votre dernier ouvrage, il y a 2 ans. Jean-Baptiste de La Salle, une mystique en action. Il s'agit d'une biographie parue chez Salvator. Pour réaliser cette émission, je souhaite mentionner ce livre aussi, Histoire de l'enseignement et de l'éducation. François Lebrun, Marc Venard, Jean Queignard. Nous avons parlé de Marc Venard, qui était un grand historien du catholicisme, du religieux, paru chez Tempus. Il s'agit du tome 2, 1480-1789. Je me tourne vers vous, Bernard Ours, en vous posant peut-être une question très générale. Que signifie éduquer à l'époque moderne? Est-ce que l'éducation à l'époque moderne a un sens différent de l'éducation, l'instruction telle qu'on la conçoit aujourd'hui? La question est très vaste. La question est immense. Et puis, surtout que la réponse à la question évolue aussi avec la période moderne. Vous prendrez les humanistes de la Renaissance, un Erasme ou d'autres, ils diront éduquer, c'est faire devenir plus homme grâce à la connaissance des lettres, et notamment des lettres anciennes, des humanités. Vous prendrez un Jean-Baptiste de La Salle ou d'autres, un Pierre Fourier, un Nicolas Barré avant eux, avant lui au moins Jean-Baptiste de La Salle, et ils vous diront éduquer, c'est faire un bon chrétien. Et puis vous prenez un homme des Lumières, il dira éduquer, c'est faire quelqu'un qui sait penser par lui-même. Donc, au cours de la période, la réponse évolue beaucoup. Donc, ça correspond en quelque sorte à nos 3 siècles. 16e, 17e, oui. 18e. Ce qui ne veut pas dire qu'au XVIe siècle, on n'aurait pas voulu faire de bons chrétiens. Bien évidemment, bien évidemment. Est-ce que l'humanisme, mon père, va bouleverser en quelque sorte la façon d'enseigner par rapport à l'époque médiévale?
Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Il faut voir ce que c'est que l'humanisme. L'humanisme dont vous me parlez, c'est une création du XIXe siècle, projetant sur le XVIe siècle leurs propres ambitions. Non, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait des ruptures en histoire. Je constate quand même, il faut le rappeler, que lorsqu'on parle d'enseignement, d'éducation, dans cette période, ça concerne d'abord les garçons, les hommes, et ensuite ça concerne une infinie partie de la population. La grande population dans le monde en général, en Europe en particulier, est illettrée. Et l'éducation, c'est celle que la famille donne, et, il faut le rappeler, surtout en Europe, le clergé, le curé de paroisse, qui n'est pas beaucoup plus instruit que ses ouailles, mais un peu plus, et qui, lui aussi, essaie de suivre essentiellement les garçons. Alors, ce qu'on appelle humanisme souvent, c'est la redécouverte des écrivains anciens, où c'est plutôt la projection idéale d'un âge d'or qui n'a jamais existé, et que l'on essaie de reconstituer un peu artificiellement. Alors je pense qu'une très grande figure, Bernard Ours l'a mentionné, c'est Érasme, si l'on veut. Érasme qui est précisément l'homme de l'ambiguïté, l'homme de l'équivoque, alors on dira l'homme du compromis ou de la modération, et qui, de fait, a voulu proposer une conduite d'éducation, de civilité puérile et honnête. Il ne faut pas se moucher dans la nappe, il ne faut pas péter en public. Il explique ça. Et donc, en fait, il se donne le fait d'expliquer des choses qui sont déjà connues. Voilà. Donc, c'est pas une révolution. C'est une évolution qui a eu comme facteur déterminant tout de même le Concile de Trente et l'obligation donnée aux évêques qui ne l'ont pas suivi, de créer des séminaires. Il y a là un événement important dans l'histoire de l'instruction et de l'éducation, qui est de marquer la volonté d'avoir un clergé catholique sachant, voilà. Alors, effectivement, comme il s'agissait de payer, les évêques n'ont pas suivi, il a fallu du temps pour que les séminaires se mettent en place, mais le Concile a dit qu'il faudrait que chaque diocèse forme ses prêtres et ait un séminaire. Ça, c'est un élément important. Peut-être l'élément de création, c'est peut-être ça, ce que le Concile de Trente a proposé aux évêques. Est-ce qu'on doit distinguer l'éducation de l'instruction? Vous parliez d'illettrisme, donc ça renvoie à l'instruction. Vous parlez de former, de faire des bons chrétiens, ça s'appelle l'éducation chrétienne. Il n'y a pas de séparation entre les deux, ou on distingue à l'époque les deux notions? Les deux notions sont évidemment liées. Et dans toutes les écoles, tous les réformateurs de l'école vise à la fois à instruire, mais d'abord à faire des hommes qui sachent vivre en société. Donc les deux sont très liés. Mais en même temps, il y a bien une distinction. Il y a un niveau, alors évidemment, qui ne concerne que très peu de monde, mais on voit bien que la distinction existe. C'est dans l'éducation des rois. Il y a un gouverneur qui est là pour faire l'homme, et puis il y a des précepteurs qui sont là pour lui nourrir l'esprit. Donc la distinction existe bien, mais pour les réformateurs de l'école, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le savoir-faire et le savoir-être sont intimement liés. Et c'est aussi ce que voulait dire Érasme. Alors, si l'Église est si intimement, justement, liée à l'école, c'est parce qu'on vit, on a tendance à l'oublier, mais dans une société qui est profondément chrétienne, hein, mon père. Au XVIe siècle, on ne remet pas en cause l'existence de Dieu, et l'éducation est là pour porter aussi ce message. Certes, avec quelques nuances, c'est-à-dire le fait que qu'est-ce que le christianisme populaire, c'est extrêmement difficile. Je crois qu'aujourd'hui, on revient beaucoup sur la question de la déchristianisation pour savoir est-ce qu'il y a eu une christianisation. Nos campagnes européennes ont une vie chrétienne scandée par les fêtes religieuses, mais aussi plein de superstitions. Le XVIe siècle, les grandes campagnes sur la sorcellerie. Alors précisément, la prise de conscience de la sorcellerie, c'est une prise de conscience éclairée
Avant, elle était latente, sous-jacente, et quand on la dénonce, il y a déjà un point de vue, on dit que c'est mal. Voilà, c'est déjà un point de vue. Donc effectivement, une société imbibée de christianisme, tout à fait, imbibée de christianisme, ça, bien sûr, tout à fait. Alors, d'un autre côté, ce que j'ai découvert en lisant l'histoire de l'enseignement et de l'éducation, paru chez Tempus, c'est que il n'y a pas que des professeurs clercs, il y a aussi des professeurs laïcs. On peut lire que les petites écoles, par exemple, ce qu'on appellerait l'école élémentaire, vivent sous deux régimes, un régime ecclésiastique au nord et un régime laïque dans le midi. Il y a un enseignement laïque, mais ce n'est pas du tout notre enseignement laïque. Alors, un régime ecclésiastique au nord et civil ou laïque au sud, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, dans la moitié méridionale de la France, du royaume, les communautés d'habitants prennent en charge le recrutement. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas sous contrôle de l'Église. Le curé donne son avis et l'évêque peut intervenir aussi dans le recrutement. Donc c'est plus une question d'organisation et de financement qu'une question de contenu de l'enseignement et de l'éducation qui est donnée. Est-ce que ça signifie que l'Église défend en quelque sorte un monopole ? Ah oui, l'Église revendique le contrôle de l'éducation et ça se verra très bien au moment de la suppression des jésuites, lorsque, après avoir expulsé les jésuites, on attribue la gestion de leur collège à des bureaux municipaux ou à des commissions municipales. Les évêques ont parfois du mal à en faire partie et parfois ils en partent parce qu'on ne tient pas compte de leur avis et on les marginalise. Donc l'Église revendique, oui, bien sûr. Le monopole, c'est la médaille et son revers. Le revers, si j'ose dire, c'est le contrôle. L'avers, c'est le fait d'avoir des écoles. On a un monopole que si on fait des choses. Ne pas exercer un monopole, c'est le vider de son contenu. Donc, effectivement, l'Église a un monopole de contrôle sur l'instruction et se trouve donc en devoir de créer des lieux d'instruction. Est-ce qu'on pense l'éducation en dehors de l'Église? C'est absolument impossible à l'époque où ça évolue, puisque vous faisiez la distinction entre le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, on commence à penser à la chose? Bien sûr, puisque toujours au moment de l'expulsion des Jésuites de France, paraissent les premiers projets d'éducation nationale et l'idée que c'est à l'État de prendre en charge le système éducatif. Donc nous sommes en quelle année? 1762, la Chalotais, le premier projet d'éducation nationale. Donc on pense... alors il y a aussi le rôle que va jouer le protestantisme dans la question scolaire. Je disais en introduction que le protestantisme va en quelque sorte titiller l'Église catholique. En quoi elle va titiller l'Église catholique? Et on imagine qu'avec le développement du protestantisme, l'école, la formation de la jeunesse va être un lieu d'antagonisme. Alors, oui et non. Oui, bien sûr, mais non au sens où il y a des régions réformées. Il y a disons que, en gros, le nord et le centre de l'Europe vont basculer vers la réforme. Donc, il n'y a pas d'opposition immédiate face à face de l'école catholique et de l'école protestante. Non, ce qui est vrai, c'est que le fer de lance des réformateurs a été l'instruction. Le fer de lance des réformateurs a été l'instruction, à commencer par le catéchisme, la création de petits catéchismes, pouvoir faire apprendre par cœur aux enfants les vérités de la foi, et développer l'apprentissage des bases de lecture, écriture et calcul. Alors ça a été le fait d'un personnage extraordinaire, Jean Sturm, à Strasbourg. Il y a encore le gymnase Jean Sturm, et l'université de Strasbourg se vante d'avoir été créée à ce moment-là, disons, ce grand pédagogue qui a vraiment porté une méthode d'enseignement, insistant sur la formation des maîtres, insistant sur le fait
qu'il y a des classes distinctes, qu'on ne peut pas mélanger des âges, parce que tout de même, ce qui était le propre des systèmes éducatifs antérieurs était que plusieurs âges et plusieurs classes étaient mêlés physiquement dans la classe, donc une distinction, il va distinguer de la première à la 8e, et puis également l'apprentissage de la langue parlée, de l'allemand, de l'alsacien et de l'allemand. Et il y a une grande tradition qui va avec un personnage tout à fait curieux qui s'appelle Scopius, qui, dans la première moitié du XVIIe siècle, luthérien devenu catholique, ennemi des jésuites, et proposant contre l'enseignement des jésuites, l'enseignement que Mélanchthon, l'ami, le disciple intime de Luther, qu'on appelle le précepteur germanier, le précepteur de l'Allemagne, avait mis en place, qui se proche des affaires de Sturm. Donc c'est un catholique qui va dire, c'est un écrit en 1636, c'est Collationes de 1636, qui va dire il faut voir du côté des protestants ce qui se passe, et pas seulement du côté des jésuites. Bernard Urs, vous vouliez réagir à ce que disait le père Armogat? Oui, parce que en même temps, il faut se garder de trop opposer les collèges catholiques et les collèges protestants, parce qu'ils ont aussi une matrice commune qui vient des Pays-Bas, de la basse et moyenne vallée du Rhin, avec le courant de la Devotio Moderna qui s'est développé à la fin du Moyen-Âge, et où a été mis au point ce nouveau modèle de collège avec des classes différenciées, avec une pédagogie nouvelle, avec des examens, et qu'on va retrouver dans les autres collèges. Alors ensuite, il y a plus des nuances. Alors, sur le plan de l'enseignement théologique qui peut être fait, bien sûr, il y a des grosses différences, mais pour le reste de l'enseignement, ce sont plus des nuances que de grosses différences entre les collèges catholiques et protestants, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut même faire du coup le parallèle? On parle de contre-réforme catholique et on sait que cette idée a du plomb dans l'aile. On a fait une émission sur le Concile de Trente et on a tendance plutôt à rejeter le terme et à montrer qu'il y a une réforme catholique qui trouve ses racines profondes dans le XVe siècle. Là, il n'y a pas de contre-réforme scolaire catholique face au protestantisme. Le père Armogat évoquait le rôle du Concile de Trente avec l'impulsion donnée à l'implantation des séminaires dans les diocèses, qui a certainement été décisive, mais aussi on peut dire que le mouvement de rénovation des collèges et de création des collèges est antérieur au Concile de Trente. Donc là encore, dans ce domaine-là, le couple contre-réforme, réforme catholique fonctionne. Quel est le rôle justement de la réforme catholique dans la promotion des prêtres instituteurs? Alors il y a une évolution, parce que dans un premier temps, l'idée a d'abord été que le bon instituteur, le meilleur instituteur, plus exactement, ce serait le prêtre. Et puis petit à petit se fait jour l'idée que, et Jean-Baptiste de La Salle est celui qui va l'exprimer le mieux, que c'est une activité qui, comme disait Jean-Baptiste, prend un homme tout entier, et donc que le sacerdoce et l'enseignement sont incompatibles. Mais il sera loin de faire l'unanimité. Donc les congrégations enseignantes sont d'abord nées dans l'idée que c'était des congrégations de prêtres dédiées à l'enseignement, et ensuite est apparue l'idée que finalement, non. Mais le problème de Jean-Baptiste de La Salle, c'est qu'il concevait l'enseignement néanmoins comme un ministère. Mais qu'est-ce qu'un ministère sans sacerdoce? Et donc cette idée de ministère, si l'on veut, de l'enseignement, d'une certaine manière, ensuite elle s'est sécularisée avec les hussards noirs de la République. On parle bien de vocation éducative. Voilà, tout à fait. Alors, moi, je dirais, il y a plus que des nuances, parce que à l'intérieur même de l'enseignement catholique, entre au XVIe siècle, l'ordo parisinus et l'ordo italicus. Ce sont deux manières différentes de concevoir l'enseignement, la place du maître, un maître unique, plusieurs maîtres, la place du latin, la place des mathématiques, et ce qui caractérise la naissance des collèges jésuites, c'est Ignace qui impose l'ordo parisinus
contre l'Ordo Italicus. Et l'Ordo Italicus, du reste, va rester dans les collèges jésuites espagnols et va être transporté dans le Nouveau Monde. L'Ordo Italicus pour nos... Alors, Italicus, c'est les Italiens, donc disons la tradition italienne, où il y avait un seul maître enseignant toutes les matières, disons, et puis l'Ordo Parisinus, ce que Ignace a connu à Paris, qui était où il y avait plusieurs maîtres pour les différentes matières, et puis sur les questions de la place des élèves plus âgés par rapport aux élèves plus jeunes, et puis également ce qui caractérise tout de même, là je parle des collèges jésuites, en s'adressant à une élite, la place des mathématiques qui entre dans le cursus, et qui n'est pas seulement un cursus rhétorique, mais qui est aussi un cursus scientifique, pour faire vite. Alors on ne l'a pas dit, mais il y a, si on a parlé des petites écoles, donc qui correspondent à l'école élémentaire. Tout le monde sait qu'il y a des universités depuis très longtemps, les fameuses universités médiévales, et entre deux, va se créer le collège. Le collège est une création de l'époque moderne. Ah oui, tout à fait. Oui, le collège est une création. Alors, il est une création de l'époque moderne parce qu'il prend en fait la place. Il prend la place d'années d'éducation qui ne sont plus vraiment prises en charge par l'université, que celle-ci délaisse, et donc il y a un vide qui s'est créé. L'idée est que pour entrer à l'université, il faut quand même déjà être grammaticus, c'est-à-dire il faut savoir le latin. Or, ce n'est pas dans les petites écoles qu'on va bien apprendre le latin. Si on sait l'annonner en sortant d'une petite école, c'est très bien. Donc, il faut trouver le moyen de former les jeunes gens qui veulent rentrer à l'université, les former en latin. D'où la mise en place de cette formation qui reprend la formation médiévale du quadrivium et du trivium, les 4 premières années et 3 années, etc. Donc c'est 7 ans, 7 années. Voilà, en gros, c'est 7 années. Et qui se mettent le modèle le plus achevé qui se met en place est celui, donc, comme je le disais tout à l'heure, des collèges des frères de la vie commune du mouvement de la Devotio Moderna. D'ailleurs, c'est ce collège qu'a fréquenté Erasme à Deventer. Il ne garde pas un bon souvenir, mais finalement, il a été bien formé là-bas. Et puis, qu'on va aussi voir mise en place d'une autre manière par des écoles de grammaire, qui sont en fait des collèges déguisés. Il y a toute une période où entre collège et école de grammaire, la sémantique flotte un petit peu. On ne sait pas très bien comment on les appelle. C'est, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est clair, le collège s'est bien identifié. Avant, le mot pour désigner l'institution qui met ça en place est un peu plus flou, d'autant plus qu'elle peut être franchement ecclésiastique, mais les municipalités prennent de plus en plus leur place et veulent créer ces institutions parce qu'elles en ont besoin, les élites sociales de ces villes en ont besoin. Donc il y a une petite période de flottement, mais disons qu'en gros, entre les années 1480 et 1530, le collège moderne prend naissance. Oui. Et puis alors aussi, qu'est-ce qu'on veut faire en parlant de ces élites qui sont élevées dans les collèges? On veut faire des juristes, on veut faire des commerçants. Et ça va être justement le grand progrès, l'extraordinaire nouveauté de Jean-Baptiste de La Salle d'introduire de l'enseignement professionnel, pour faire vite. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que Jean-Baptiste de La Salle, quand il s'est implanté, quand il a été appelé à Paris et qu'il a installé sa première école parisienne, ou qu'il a pris en charge directement une école charitable de la paroisse Saint-Sulpice, c'est une école dans laquelle il y avait un atelier. Et son premier souci, ça a été d'évacuer l'atelier. Et contrairement, par exemple, à des gens dont il s'est inspiré, comme Charles Démia ou comme Battencourt, dans les écoles de Jean-Baptiste de La Salle, il n'y a pas d'atelier. On n'apprend aucun métier. Si les frères des écoles chrétiennes, et d'ailleurs, ça commence très timidement, mais dès le vivant de Jean-Baptiste, ont introduit de l'enseignement professionnel, ça a été à la demande de villes qui leur ont demandé de s'installer. Ça a été notamment le cas à Calais, où il y a une école où visiblement on fait l'école à des petits mousses. Et c'est ensuite que les frères des écoles chrétiennes sont devenus des spécialistes de l'enseignement technique. Pourquoi ils sont très bien connus maintenant.
Mais cependant, ce que vous signez, mon père, est important. On veut former des juristes, on veut former des commerçants. Voilà, les écoles catholiques ne sont pas, elles peuvent donner des prêtres aussi, on imagine, mais elles donnent des hommes pour vivre dans la société. Oui, mais ça, c'est, je suppose, ce que toute école essaie de faire d'une manière ou d'une autre. Je dirais, il y a aussi un autre aspect qui manque certainement dans beaucoup de ces écoles, c'est l'ouverture sur les langues étrangères. On sait combien cette Europe est traversée à la fois par des langues locales, très locales, et puis aussi le grand balayage de ces langues espagnoles, italien, ou même dans le nord de l'Europe, le suédois, le néerlandais, qui sont des langues de commerce. Et il est intéressant de penser qu'il y a un auteur qui a vécu dans son expérience personnelle cette Europe cosmopolite, c'est Comenius, Komensky. Lui s'est spécialisé sur le problème de la porte des langues. C'est son principal ouvrage, c'est la porte des langues, essayer de faire circuler les langues. Évidemment, il était de l'Europe centrale où il avait un certain nombre de langues à sa disposition, de faire circuler. Et ça, c'est important parce que on s'en rend compte. Je me suis un petit peu intéressé à ce que les franciscains et les jésuites enseignaient dans l'Amérique du centre et du sud. Et là, on se rend compte que il y a un souci de parler, les langues et de s'intéresser du reste très tôt aux langues indigènes aussi. Ça, c'est encore autre chose. On a parlé des jésuites, on parle des salésiens. Je voudrais qu'on dise un mot. Ce ne sont pas les salésiens. Non, ce ne sont pas les salésiens. Non, ce sont les lassaliens. Les lassaliens. Oui. Est-ce qu'on peut dire un mot? Vous évoquiez les franciscains. Oui. Les ordres hérités du monde médiéval, comme les dominicains, les franciscains, vont réformer leur enseignement? Alors, ce ne sont pas les principaux, au moins en Europe, ce ne sont pas les principaux promoteurs de la réforme du collège. Ils sont amenés à implanter des collèges hors d'Europe parce que ce sont en même temps les ordres missionnaires et donc ils ont aussi la société locale des colons, des conquérants, des conquistadors à encadrer. Mais en Europe, ce ne sont pas eux les réformateurs du collège. Ils ne sont pas réformateurs, mais est-ce qu'ils suivent le mouvement? Est-ce qu'ils sont obligés de s'adapter? Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des ordres nouveaux qui vont s'intéresser à ça. Oui, ça. Justement, M. Ours parlait de Démia, les doctrinaires, ce sont des ordres nouveaux. Alors, les ordres anciens continuent à avoir leur formation interne. On continue à former des moines. Mais les abbayes ont leurs propres écoles, etc., pour former, attirer des vocations, former des moines. Mais les ordres dont nous parlons là, actuellement, ce sont des ordres jeunes, nouveaux, créés. Et alors, c'est ça qui est intéressant en soi, parce que ça montre la capacité, au fond, de l'Église à répondre à une nouvelle modernité. On peut dire cela? Un changement d'époque? En tout cas, il faut constater que les ordres anciens ont du mal à changer d'époque. Et donc, il s'efforce. Le XVIe siècle, c'est l'histoire de toutes les réformes de ces ordres, qui essaient de retrouver l'inspiration des origines, etc., et les débats entre les observants et les réformés dans tous les différents ordres anciens, qu'il s'agisse des franciscains, des augustins, des carmes, des cisterciens, des dominicains. D'une part, il y a cette difficulté que les ordres anciens ont à affronter les réalités du monde nouveau, à commencer par les nouveaux mondes, et d'autre part, il y a cette décision d'hommes et de femmes, Angèle Merici, les Ursulines, de créer quelque chose d'autre, et souvent tourné vers l'enseignement. Est-ce qu'on peut parler du coup, pour Jean-Baptiste de La Salle, pour les Lassaliens et non pas les Salésiens, d'une sorte de révolution éducative? Alors oui et non. Il ne faut pas exagérer les choses. Je dirais plutôt que Jean-Baptiste de La Salle et ses frères, les Lassaliens, ont systématisé
des innovations antérieures. Parce que, par exemple, pour le français, on attribue généralement, c'est la grande révolution lassallienne. Il n'est pas tout à fait le premier à dire qu'il faut enseigner en français. En français, non pas en latin. Mais ce qui est nouveau chez lui, c'est qu'il exclut le latin. Voilà, le latin est exclu. Pour exclure des prêtres, pour exclure la formation des prêtres. C'est l'une des raisons fondamentales, mais pas seulement. Mais c'est une raison très importante. Au point que, et c'est justement pour éviter que les frères n'aient la tentation de devenir prêtres, parce qu'après tout, avoir un petit bénéfice, c'est peut-être mieux pour vivre qu'une pension de frères, qu'il leur interdit d'avoir des livres en latin. Et il est même dit que s'il y en a qui ont appris le latin, qu'ils s'empressent de l'oublier. Donc, la raison du français, c'est aussi que et c'est ce qu'il explique à l'évêque de Chartres, quand l'évêque de Chartres lui demande de venir installer des écoles dans son diocèse, c'est que si on apprend le latin dans les petites écoles, eh bien à la fin, on aura des élèves qui sauront mal le français et mal le latin. Et pour des élèves qui, en plus, appartiennent à des catégories sociales qui n'ont pas besoin du latin. Donc, il vaut mieux leur apprendre bien le français, parce que comme ça, au moins, ils pourront lire des livres de piété en français pour continuer à être de bons chrétiens. Donc, il y a une vision qui est d'abord une vision, je dirais, religieuse, ecclésiastique, de la nécessité d'utiliser le français plutôt que le latin, et qui rencontre les aspirations d'une catégorie sociale, les marchands, et on le voit très bien à Rouen quand il s'installe là-bas, les marchands lui demandent de créer un pensionnat, et donc, il sort un petit peu des clous de son idée première de se consacrer uniquement aux petites écoles. Un pensionnat pour apprendre un peu plus à ses élèves qui pourront utiliser leur savoir dans le commerce, dans le négoce. Est-ce que ces nouveaux ordres, mon père, répondent à un besoin, à une soif? Je reprends l'image du Concile de Trente, parce qu'au fond, le Concile, il ponctue un long mouvement de plus d'un siècle de soif, de spiritualité, etc. Est-ce qu'on observe la même chose dans le monde de l'enseignement? C'est-à-dire qu'il y a dans la lignée de l'humanisme dont on parlait tout à l'heure, de la Renaissance, est-ce qu'il y a une soif de savoir qui se développe de plus en plus? Alors, je pense qu'un élément important, ça a été l'imprimerie. Alors, quand on parle de l'imprimerie, on pense à la Bible de Gutenberg, mais il faut aussi penser aux milliers d'almanachs, de petits trucs distribués, vendus par les colporteurs dans toute l'Europe. Et on le voit aujourd'hui dans un certain nombre de pays où l'illettrisme, malheureusement, est très fort, le fait que la volonté d'apprendre à lire vient de ce qu'on veut lire ces petites feuilles, on veut lire ces bandes dessinées, si j'ose dire, on veut lire de l'almanach. Et donc, la croissance du désir de la lecture est liée, me semble-t-il, à la diffusion par l'imprimerie de ces milliers de brochures qui... donc on veut lire l'almanach Vermeau, on veut, si j'ose dire, ou on veut lire les prévisions de la Lune, ou le temps des semailles, et il y a là une volonté. On a beaucoup exagéré le fait que les réformes, c'est la lecture de la Bible. Bon, non, on avait commencé à lire la Bible et à traduire la Bible dans des langues modernes bien avant Luther ou Calvin. Mais surtout, moi je vois dans la diffusion, disons, des almanachs, pour faire vite, une sorte de stimulant pour l'apprentissage de la lecture. Et c'est certainement alors, la révolution. Le passage, on a quelques idées maintenant, du nombre d'illettrés au XVe siècle au nombre d'illettrés au XVIIe. Voilà, c'est une révolution qui est liée, bien sûr, à l'enseignement. Je crois que vous avez vraiment raison, il y a une soif de lecture. Il y a une demande sociale d'apprendre à lire, et ça peut être aussi un impact sur la méthode des apprentissages. C'est peut-être pas un hasard si on commence... Les apprentissages ne sont pas simultanés. On commence d'abord par apprendre à lire, et puis ensuite seulement à écrire. La lecture est vraiment ressentie comme une nécessité. Donc nous sommes à un croisement à la fois de cette soif intellectuelle et d'une volonté créatrice, en quelque sorte, avec ces nouveaux ordres qui se développent et qui veulent répondre, réglementer, organiser
développer l'enseignement ? Oui, les ordres qui se créent avec une vocation fondamentalement enseignante, ce sont les pères de la doctrine chrétienne, ce sont les oratoriens, les jésuites pas au départ. Ils prennent très vite en charge. Ils prennent très vite en charge les collèges parce que la formation, en fait, ils passent de la formation de leurs novices à la prise en charge des collèges. Les deux sont finalement liés parce que le collège, c'est aussi une manière de faire de la pastorale pour former des bons chrétiens. C'est aussi cela. Ce sont les Ursulines, alors pour les Ursulines, la congrégation Notre-Dame, qui est née en Lorraine à la fin du XVIe siècle. Les Sœurs de la Charité prennent en charge également des petites écoles. Les Prêtres de la Mission de Vincent de Paul aussi. C'est les Sœurs de la Providence du Père Nicolas Barré à Rouen et puis à Reims, et puis à Paris qui prennent le nom de Dames de Saint-Maur, etc. Et avec, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, une multiplication de congrégations, et notamment féminines, d'échelle régionale, et qui vont prendre en charge l'éducation, parfois en même temps les petites écoles, et puis également des hôpitaux, de petits hôpitaux, servir de personnel hospitalier, infirmier. Donc, avec ce modèle de la bonne sœur dédiée à l'assistance, aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan hospitalier. Est-ce que vous ne diriez pas, Bernard, que la vraie évolution, c'est l'enseignement féminin ? Ah si. Si, c'est ça. C'est que les femmes ne sont pas oubliées dans l'enseignement, alors que elles étaient dans les oubliées petites à l'époque médiévale. Parce que dans les petites écoles, au début de l'époque moderne, les maîtres, qui sont souvent les curés, parfois un vicaire, s'intéressent d'abord aux garçons. Les petites filles, on ne leur apprend pas grand-chose et parfois elles ne viennent pas. Donc, du coup, il y a la prise de conscience de la part du clergé qu'il y a une lacune dans la pastorale. Parce que l'idée vient très vite que pour avoir une famille chrétienne, il est essentiel que ce soit la mère qui soit une bonne chrétienne. Et si la mère est une bonne chrétienne, on a plus de chances que tout le reste suive. Donc comment on va faire s'il n'y a pas de formation des filles pour qu'elles deviennent de bonnes mères chrétiennes ? Et donc, c'est à ce moment-là que se créent, en premier lieu, les congrégations féminines dédiées à l'enseignement, et les congrégations masculines viennent après, dans un deuxième temps. Donc nous sommes à quelle période ? Première moitié 17e. Première moitié 17e. Voilà, Première moitié 17e. Bon, mon père, est-ce que, je vais me faire l'avocat du diable quand même, est-ce qu'il n'existait pas un risque pour l'Église à vouloir à tout prix enseigner, ou au contraire fallait-il envisager justement cet enseignement pour précisément extirper l'hérésie protestante ? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la discipline, l'encadrement, il y a une prise en main. Il est évident que apprendre à lire est une libération et peut-être un danger. Bon. Et donc, il est de l'intérêt de l'institution de contrôler l'instruction. Une instruction contrôlée est moins dangereuse qu'une instruction non contrôlée. Donc il est évident, me semble-t-il, que dans la grande reprise en main de la société, de tous les éléments de la société, qu'il s'agisse des élites avec la cour, qui est un moyen de discipliner les nobles, ou avec l'enfermement des pauvres de l'autre côté, disons, dans cette grande reprise en main de la société, l'instruction va faire des progrès, et ces progrès sont contrôlés. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, une médaille qui a son revers et son avers. C'est pas ce que le professeur Roure pense. Ah oui, tout à fait. Je pense que l'Église a semé et ensuite beaucoup de choses lui ont échappé parce que les moyens du contrôle n'étaient pas non plus absolus. Mais alors on est étonné. Vous voyez quand même ce grand écrivain du XVIIIe siècle élevé chez les jésuites qui s'appelle Voltaire. Voilà. Ouais. Alors je voulais... Et qui pourtant dit qu'il est catholique mais pas chrétien. Ouais. Alors... On est surpris par le nombre, justement, d'écoles chez Jean-Baptiste de La Salle, les écoles professionnelles, les écoles du dimanche, les maisons d'éducation, les séminaires. Il fait feu de tout bois. Alors, il y a un peu de mélange, là.
D'abord, Jean-Baptiste Lassalle, ce sont les petites écoles. C'est d'abord les petites écoles, et à la fin de sa vie, il y en a dans une vingtaine de villes seulement en France. Il a commencé au début des années 1680 à Reims, il meurt en 1719, donc quasiment en 40 ans, une vingtaine de villes ont eu recours à lui. Donc c'est un succès relativement modéré. On voit néanmoins que ça démarre à partir de la décennie 1710. Et alors, il y a le cas spécifique de Rouen, où, à cause de la demande sociale, et notamment du milieu des marchands de Rouen, il a créé d'autres choses. Il a créé un pensionnat. Et puis, il a un pensionnat qui était une sorte de petit collège, je dirais, et qui était destiné à donner une formation plus poussée en mathématiques, en rédaction d'actes juridiques, d'actes de commerce, pour les fils de cette bourgeoisie marchande. Et puis, à cause de la demande de l'intendant et également du Parlement de Rouen, il a été amené à mettre en place une sorte de maison de redressement pour adolescents délinquants, puis une maison de force pour accueillir des prisonniers ou des gens qu'on n'aurait pas pu mettre en prison parce que la prison n'est pas vraiment destinée à l'enseignement. Une valeur pénale, je dirais, à l'époque, au XVIIIe siècle, mais des gens un peu dangereux, donc une maison de force pour les garder. Mais on ne peut pas dire que du vivant de Jean-Baptiste de Lassalle, il ait imaginé tout ça. Alors en revanche, là où il a eu un rôle important, c'est dans l'idée qu'il faut former les maîtres. Et c'est finalement pour ça qu'il a mis en place les frères des écoles chrétiennes. C'est-à-dire des sortes d'écoles normales. Des sortes d'écoles normales. Il est un peu l'ancêtre de l'école normale. Le noviciat des frères des écoles chrétiennes, c'est un endroit où on apprend la vie en communauté, certes, comme dans tout noviciat, mais où d'abord on apprend à apprendre. Donc, c'est le premier lieu de formation des instituteurs. Et là, il a eu un rôle important de fait. C'est-à-dire qu'avant cette institution, l'enseignement des maîtres se faisait au fond au séminaire ? Ah non. Non, c'était un auto-apprentissage ? Non, Sturm avait prévu d'enseigner les maîtres, de former des maîtres. Et puis ensuite, les maîtres des petites écoles, on a beaucoup de mal à cerner de qui il s'agit. Il y a des gens qui se forment d'eux-mêmes. C'est l'image de l'instituteur qui descend des hautes vallées du Dauphiné en hiver, et qui est vrai, et qui est une image juste, mais ce sont des gens qui se sont formés un peu eux-mêmes. Il y a aussi des étudiants qui s'arrêtent pendant quelques années pour financer leurs études, pour accumuler un petit pécule, et puis qui vont vendre leurs services à gauche et à droite comme maîtres. Et je pense que c'est avec ce genre de public-là, ces étudiants, c'est que Jean-Baptiste a formé le premier groupe des frères des écoles chrétiennes, qui n'a d'ailleurs pas resté parce que ce n'était pas son but. Il faut aussi rappeler que les communautés, moi j'ai vu ça dans les Cévennes catholiques et protestantes, au XVIIe siècle, les communautés villageoises embauchent des maîtres, on le disait un peu tout à l'heure, aussi bien dans le nord que dans le sud de l'Europe, mais les communautés villageoises sentent le besoin de financer l'instruction élémentaire. Mais ce qu'on ne sait pas très bien, c'est comment ces maîtres se sont eux-mêmes formés. Et alors, il y en a qui envoient leur lettre de candidature pour se faire embaucher en disant « Voilà, moi, ce que je sais faire, mais si vous me demandez ça, moi, je ne sais pas faire. Mais en France, je suis de très bonne volonté. » Donc, le niveau de ces maîtres est très hétérogène, très, très hétérogène. Mais en tout cas, dans toute l'Europe, au XVIe siècle, dans toute l'Europe, se développe dans les communautés, de la part des notables, des échevins, de ce qu'on voudra, des bourgmestres, le fait que c'est bien d'avoir de financer une école pour que les petits garçons apprennent à lire et à écrire. Jean-Baptiste de Lassalle enseignait lui-même ? Oh, il a très peu enseigné. Au total, dans sa vie, je ne pense pas qu'il ait enseigné plus de 9 à 10 mois. De manière occasionnelle, à Reims, à Paris et à Grenoble. Il y a 3 moments dans sa vie où il a enseigné. Et la conduite des écoles chrétiennes, qui est son grand manuel de l'instituteur, si j'ose dire, je pense que ce n'est pas lui qui l'a rédigé. Et d'ailleurs, c'est bien dit en introduction, c'est un ouvrage collectif. Il a été rédigé un peu comme la Ratio Studiorum des Jésuites.
c'est le fruit de l'expérience des frères expérimentés qui a été synthétisé et mis en œuvre par Jean-Baptiste. Mais la préparation a été très collégiale. De façon très courte, parce qu'on a parlé du français qui remplace le latin, de l'institution des écoles normales, des futures écoles normales. On n'enseigne plus aussi individuellement, on enseigne dans les classes. C'est une nouveauté, ça? Alors, ce n'est pas lui qui l'a inventé. D'autres l'ont fait avant lui. Ça faisait notamment Pierre Fourier et Alix dans la congrégation Notre-Dame faisait la même chose. L'enseignement, tous les élèves assis sur des bancs, Jean-Baptiste de La Salle et les frères l'ont systématisé. Voilà. C'est également ce qui se faisait dans les écoles de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Et je pense que l'on oublie très souvent l'importance de l'expérience des écoles paroissiales de Saint-Nicolas du Chardonnay pour la suite des réformes des petites écoles, aussi bien sur Charles Démia à Lyon que sur Jean-Baptiste de La Salle à Reims. Est-ce que ce mouvement, à la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, va se prolonger? J'ai été surpris de voir quand même que dans le livre Histoire de l'enseignement et de l'éducation, les Lumières et l'école, les Lumières ne souhaitent pas vraiment instruire le peuple. Dans la Nouvelle Héloïse, on peut lire « N'instruisez pas l'enfant du villageois, car il ne lui convient pas d'être instruit ». La Chalotais, dans son essai d'éducation nationale, je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs. L'Église va être au fond une sorte de phare dans cet obscurantisme des Lumières, si vous me permettez ce paradoxe. Alors, l'Église continue sur sa lancée, l'œuvre qu'elle a entreprise avec les congrégations enseignantes. Et le XVIIIe siècle est le siècle du grand succès des Frères des écoles chrétiennes. Ils ont plus de 35 000 élèves à la fin du XVIIIe siècle. C'est quand même considérable. Pour les Lumières, il faut faire quand même apporter une petite nuance. On peut citer Voltaire, Rousseau, etc., mais on pourrait aussi citer d'Holbach ou Helvétius ou Condorcet qui sont favorables à l'éducation populaire. Donc les Lumières sont également un kaléidoscope, très, très, très diverse. Mais c'est certain que La Chalotais, qui fait son premier plan d'éducation nationale, qui publie le premier plan d'éducation nationale en 1762, explique bien que ce n'est pas nécessaire d'apprendre à lire à un paysan. Voilà. Comment faire le bilan de cette éducation de l'Église pour répondre en quelque sorte aux critiques du XIXe siècle, aux anticléricaux du XIXe siècle? Ils ont participé, ils ont répondu à cette soif dont on parlait tout à l'heure? Moi, je vois plusieurs choses. D'abord, le fait que l'Église s'est intéressée à l'enseignement des filles et des femmes. Ça, c'est un point très important. Ça concerne la moitié de la population. Ensuite, que l'Église s'est intéressée, dès le début, au niveau de la paroisse, du curé, à l'enseignement primaire. Et puis, en troisième lieu, il faut le rappeler aussi, l'Église a été, du côté de l'enseignement supérieur, un vecteur important de développement, non seulement des lettres et des humanités, mais aussi des problèmes techniques, création de sortes d'académies locales pour réfléchir et faire avancer la science, donc dans des instances qui ne sont pas nos petites écoles dont nous avons parlé. Et je crois que c'est ça, c'est important. C'est vraiment ce souci constant des femmes et des enfants. Et alors, Bernard Ours, le mot de la fin? Le mot de la fin, je vais le laisser à Ferdinand Buisson, qui a écrit la meilleure notice de dictionnaire sur Jean-Baptiste de La Salle, qui est le père de l'école de la Troisième République, et qui voyait en Jean-Baptiste de La Salle l'ancêtre, le précurseur de l'école républicaine. Donc il reconnaissait cet héritage. Absolument. Un grand merci à vous deux, un grand merci mon père et Bernard Ours. Donc Bernard Ours, Jean-Baptiste de La Salle, paru chez Salvator, une mystique en action. On aurait pu parler de la mystique, ce sera peut-être sur une autre émission, mais c'est étonnant d'en faire un mystique et vous le faites aussi. Histoire de l'enseignement et de l'éducation, c'est un livre que je vous conseille vivement. Il y a 4 tomes. Donc là, François Lebrun, Marc Venard et Jean Queignard, chez Tempus, se sont chargés de toute la période moderne, un classique de l'histoire de l'enseignement. Et enfin, mon père,
un autre classique, l'histoire générale du christianisme. Il s'agit du 2e tome. Il y a un premier tome du XVIe siècle à nos jours. C'est un ouvrage que vous avez dirigé avec le regretté Yves-Marie Hilaire. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver nos émissions sur KTO, nos anciennes émissions sur ktotv.com. Nous avons parlé du Concile de Trente. Nous avons réalisé une émission sur le Concile de Trente. Et pour aller plus loin aussi, pour ceux qui ont soif d'une histoire plus universitaire, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site storiavoce.com. Vous avez accès à plus de 300 podcasts. Un grand merci à vous et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.